Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le salon Ever a ouvert ses portes mardi et ce jusqu'à jeudi au Grimaldi Forum. Autre événement, toujours au centre de congrès de culture, le Forum euro-méditerranéen de l'efficacité énergétique, une édition organisée en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Le gouvernement princier réalise une grande collecte d'informations sur les modes de déplacement à Monaco. Cette enquête est menée par la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Et enfin, la 30e édition du Printemps des Arts. Aujourd'hui, un portrait sous forme de 2 concerts consacrés à Joseph Haydn. Vous l'avez entendu, aujourd'hui une large page environnementale et on commence par le Salon Ever qui a ouvert ses portes ce mardi et ce jusqu'à jeudi au Grimaldi Forum. Au programme, essais de véhicules électriques, conférences, tables rondes, mais également de nombreux exposants. Zoom sur cette nouvelle édition avec Vanessa Dessy. L'énergie et la mobilité, voici les 2 piliers fondamentaux du développement durable. Le Salon Ever l'a bien compris puisque depuis 2006, l'événement propose une exhibition de véhicules électriques, des ateliers et des tables rondes. Et les constructeurs automobiles sont de plus en plus engagés. C'est le cas pour BMW qui présente la i3 en principauté. Il y a quelques mois, la firme a inauguré sa gamme électrique. Cette citadine se caractérise par de nombreuses innovations technologiques qui devraient marquer un nouveau départ pour l'automobile durable. Le gros avantage, c'est qu'on a le couple, c'est-à-dire cette puissance qui est disponible à très bas régime. Sur un moteur électrique, il est accessible dès la première seconde où on va accélérer. Donc c'est une voiture qui en ville, évidemment, quand on a besoin d'une agilité, d'une puissance, évidemment, est prête à répondre à tout moment. Donc ça, c'est le plus grand point qui est intéressant. Simplement pour rappeler la puissance d'accélération, le 0 à 100 se fait en 7 secondes 1. Donc on est quand même assez proche d'une voiture de grosse cylindrée pour un véhicule qui développe, comme je vous disais, donc l'équivalent de 170 chevaux. L'autonomie peut aller de 170 km si on est uniquement avec cette version électrique, à savoir qu'on a une option disponible que l'on appelle Range Extender, qui est ni plus ni moins que le moteur du dernier scooter BMW, que l'on va avoir en option dans la voiture, qui va servir de générateur et qui va permettre d'alimenter l'énergie batterie pour pouvoir faire avancer la voiture. Donc ce sera toujours un véhicule qui sera propulsé par un moteur électrique, mais avec cette option, on peut booster l'autonomie à 340 km. À l'instar des voitures, les motos aussi ont droit à l'électrique. Le Motoclub de Monaco présente la Tacita, un bolide de course tout-terrain qui repose sur un écosystème le plus proche de la nature et le plus écologique possible. La propulsion électrique et l'écoplastique et la recharge par panneaux photovoltaïques. Les spécificités techniques sont identiques, voire supérieures aux motos thermiques du marché. C'est une moto de cross, donc destinée uniquement à l'usage du motocross avec une autonomie et un pack batterie qui correspond. Sachant qu'il y a 2 autres modèles, un modèle enduro donc qui sera homologué pour la route et avec du coup une autonomie plus importante. Et puis il y a aussi un modèle moto rallye ou rallye avec encore une fois un pack batterie plus important et du coup une autonomie en conséquence. Sur la motocross, c'est une autonomie qui est prévue pour une session de cross, donc entre 20 et 40 minutes. Après, si on peut encore une fois rajouter des packs batteries si on veut faire des durées plus longues, mais sur du cross, c'est pas très approprié. Après, sur les modèles enduro, l'idée est de pouvoir faire 120 km d'enduro, comme sur une moto thermique. Donc encore une fois, ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Si on fait que du très technique, on va pouvoir rouler beaucoup plus longtemps en temps. Et si on roule sur du très roulant, ça va être beaucoup plus court, comme sur une moto thermique au final. Avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, la nouvelle édition du Salon Ever est à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 27 mars au Grimaldi Forum. Et toujours dans le cadre du Salon Ever, la firme Venturi a présenté ses derniers challenges. Je vous propose d'écouter à ce propos Thierry Apparu. Il revient sur les grands défis que se lance le constructeur automobile cette année. Comme vous le savez, on a été battu mais par la pluie l'année dernière, donc la Venturi VBB3 s'élancera pour une nouvelle tentative de record du monde.
On détient la meilleure marque avec un véhicule électrique, l'Aventuri VBB 2.5 à 495 km/h. On espère taquiner les 600 km/h cet été. Ce sera au mois d'août, juste après la Speed Week normalement, c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Sur le plan événementiel et sportif, vous le savez, on est aussi engagé dans le championnat du monde de Formule électrique qui va démarrer pour ses premiers tours de chauffe dans quelques semaines maintenant. Mais pour la compétition, rendez-vous à Pékin pour la première course aux alentours du 13 septembre. Ça, ce sera vraiment le gros morceau pour nous avec cette grande séquence, 10 grands prix à travers le monde pour faire la promotion des véhicules électriques. Ça va être vraiment génial en circuit dans des villes. Évidemment, le grand rendez-vous, c'est pour nous mai 2015 chez nous à Monaco. Antarctica va commencer à rouler d'ici quelques mois, 2 mois environ, pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon du débugage. Donc on va voir comment se comporte le moteur, la motricité, la résistance, et on va la faire aussi tourner en chambre climatique froide pour recréer des conditions type Antarctique. Et cet hiver, elle roulera dans les Alpes pour là du roulage sur la glace, dans la neige. On espère la mettre en Antarctique en 2016. Ces grands défis seront évidemment suivis de très près tout au long de l'année sur Monaco Info. Autre événement qui s'est déroulé toujours au Centre de Congrès et de Culture, le Forum euro-méditerranéen de l'efficacité énergétique. Cette nouvelle édition était organisée par la société Johnson Controls en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Sandrine Nègre. Et c'est en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II que la seconde journée de ce forum a débuté. Le souverain qui a d'ailleurs rappelé dans son intervention le soutien qu'il apporte à ce type d'initiative. Le Forum euro-méditerranéen de l'efficacité énergétique est devenu au fil des années un rendez-vous essentiel et incontournable. Il réunit des acteurs reconnus, publics et privés, des secteurs du bâtiment et de la construction par exemple, pour discuter de l'efficacité énergétique. Ce que nous essayons vraiment de faire est d'étendre les connaissances liées à l'efficacité énergétique, sa pertinence pour l'économie et la politique. Les discussions n'ont donc pas seulement porté sur les économies d'énergie, mais aussi sur les créations d'emplois, sur le développement économique. Nous avons aussi parlé des différents bénéfices apportés par l'efficacité énergétique, du confort dans les habitats et de l'importance d'éduquer nos jeunes sur ce sujet. La société Johnson Controls, donc, la Fondation Prince Albert II et le Climate Group ont participé à l'organisation de cette édition européenne du Forum de l'efficacité énergétique. Véritable plateforme de débat et d'échange, au cours de laquelle l'exemple de la principauté de Monaco a d'ailleurs été présenté. Il faut dire que sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, Monaco multiplie les actions en faveur de l'environnement et notamment l'usage efficace des ressources et l'efficacité énergétique dans les bâtiments. La Fondation Prince Albert II a toujours été un partenaire très important de ce forum et le fait de vouloir une croissance neutre en carbone d'ici 2050, de réaliser d'immenses progrès en quelques années à peine sur le plan énergétique dans les immeubles par exemple, de promouvoir l'efficacité énergétique dans le monde sont des facteurs qui font de Monaco un exemple à suivre pour les autres pays. L'efficacité énergétique, un thème de plus en plus abordé, mais la sensibilisation doit encore être poursuivie. L'importance de la mobilisation citoyenne a d'ailleurs été évoquée. Le gouvernement princier réalise une grande collecte d'informations sur les modes de déplacement. Cette enquête est menée par la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Plus de détails dans ce sujet, signé Sandrine Nègre. Et vous, comment vous déplacez-vous? Une question à laquelle vous allez peut-être répondre et qui intéresse la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité, puisque cette enquête concerne les modes de déplacement des résidents, des salariés, mais pas seulement. Les scolaires de la principauté sont aussi questionnés. Cette enquête liée à la mobilité a pour objectif de mieux connaître les pratiques quotidiennes des usagers routiers, ferroviaires ou des cars interurbains. Elle a vu le jour avec l'aide de la Sûreté publique et de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DPEM avait déjà initié des enquêtes en 2008. Et ces données, il convient aujourd'hui de les réactualiser. Donc nous allons, d'ici la fin du mois de mars, début avril, relancer cette enquête mobilité.
Comme vous le savez, la mobilité est au cœur des préoccupations du gouvernement princier. Nous avons aujourd'hui 36 000 résidents et plus de 50 000 salariés. Environ 40 000 de ces salariés sont domiciliés à l'extérieur de la principauté. Et sur ces 40 000, environ 25% vivent en dehors des communes limitrophes. Ça représente au total 386 000 déplacements qu'il faut aujourd'hui anticiper et prendre en compte. Grâce à cette collecte d'informations, la DPEM va pouvoir donc réactualiser ces données de 2008 et mieux comprendre les besoins et les attentes de la population, pouvoir anticiper sur les développements de demain, prendre en compte bien évidemment les enjeux du développement durable et proposer des solutions pour la mobilité, tant intramuros que pour l'accès à la principauté. Et avant de proposer ces solutions, il faut donc procéder à la collecte de ces informations. Des actions concrètes sont menées et un dispositif précis a vu le jour. Des questionnaires anonymes ont été réalisés pour toucher les publics visés. Le premier moyen est d'envoyer un courrier aux résidents et aux entreprises, auxquels seront joints des questionnaires. Et les résidents et les actifs seront appelés à répondre à ces questionnaires. Ils ont un mois pour le faire. Ils ont deux possibilités. La première est de répondre sur le papier avec une enveloppe T, donc préimprimée. La deuxième possibilité est de rejoindre le site internet mis à disposition de manière à remplir le questionnaire directement sur le site. Les scolaires seront contactés via les établissements scolaires. Un panel de scolaires a été réalisé avec l'Éducation nationale et ce sont les parents qui répondront donc au questionnaire diffusé. En complément de ces questionnaires adressés aux populations, nous avons des enquêtes terrain qui seront menées donc par des enquêteurs à des lieux de la principauté prédéterminés, notamment à des grands carrefours ou des grandes entrées de ville, sur le quai de la gare et aux descentes des autobus interurbains. À noter que les enquêtes ne sont pas réalisées à bord des bus de la principauté car une enquête y a déjà été menée par la compagnie des autobus de Monaco et le service des titres de la circulation. Ces données seront également étudiées. Et sachez que vous pourrez retrouver prochainement un autre volet consacré à cette enquête sur le terrain. On passe à la 30e édition du Printemps des Arts. Deux grands compositeurs sont mis en avant. Nous avons déjà parlé d'Alexandre Scriabine. On passe à présent au portrait de Joseph Haydn, portrait sous forme de deux concerts. Le premier avec le quatuor Parker et le deuxième avec le trio Amoroso. Reportage de José Sacré. Décrit par le Washington Post comme un quatuor qui propulse la musique de façon irrésistible avec une grâce extraordinaire, lauréat du premier Grand Prix du concours international de Bordeaux et du Concerts Artists Guild International de New York, les 4 jeunes musiciens américains du quatuor Parker ont été les premiers interprètes du portrait de Joseph Haydn que propose le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Vendredi 21 mars, ils ont interprété d'une manière magistrale 2 parmi les plus beaux quatuors de Haydn, le numéro 23 opus 20 et le numéro 66 opus 77. C'est une musique qui se livre dans le détail. Ce n'est pas une musique démonstrative. Si on a en tête par exemple le style de Beethoven où vraiment on a c'est évident, un style qui va révolutionner ce qu'on pense savoir de la musique. Haydn, il révolutionne, mais discrètement, en silence, dans des petits détails, avec des surprises, des choses absolument surprenantes, un peu comme un labyrinthe où il vous emmènerait et il vous guiderait en étant tout à fait en contrôle de ce jeu-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était, pour son époque, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, l'un des maîtres du quatuor, avec évidemment Mozart ? C'est même le maître du quatuor parce que c'est le premier à avoir imposé le genre. On pourrait dire que Haydn a inventé le quatuor à cordes. Il a existé avant lui, mais il lui a donné ses lettres de noblesse. Et Mozart se considérait comme son disciple pour le quatuor à cordes. Beethoven se considérait comme son disciple. Bref, tout le monde a écrit dans le sillage de Haydn. Haydn encore le samedi 22 mars à l'Opéra de Monte-Carlo avec les 5 divertimenti per il baritone a tre de Joseph Haydn, interprétés par l'ensemble L'Amoroso. Haydn a écrit énormément. Il a écrit plus de 150 pièces pour le prince Esterhazy. Donc cet instrument est inusité. Donc il y a des musiciens qui se sont remis à le travailler. C'est un instrument qui ressemble beaucoup à un violoncelle, si on pourrait dire, mais avec des cordes sympathiques.
c'est-à-dire des cordes qui résonnent par rapport aux autres cordes. On ne les touche que très peu, on les touche de temps en temps pour faire des petits effets, etc. Donc c'est une chance encore une fois pour Monaco d'entendre cette chose parce que c'est vraiment des musiques et des interprétations qu'on entend rarement. Et je souhaite, dans le cadre de Monaco, que cette ère d'exception continue à être d'exception pour la musique. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par jeudi, le soleil sera gêné par les nuages, sans grande dégradation. Les températures remontent légèrement, il fera de 11 à 15 degrés. Vendredi, un temps sec, ensoleillé, peu de vent, les températures sont proches des normales, de 11 à 16 degrés. Samedi, le soleil sera légèrement voilé, pas de pluie, les températures restent clémentes de 12 à 16 degrés. Et enfin dimanche, le temps reste bien agréable et les nuages discrets, comptés de 13 à 17 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.